Bonjour, je m'appelle Alain Cagnati. Je vais faire une vidéo sur l'unification en physique des quatre interactions fondamentales. Mais au-delà de ça, je voudrais parler aussi de l'unification des mathématiques. Ce que font régulièrement les mathématiques, c'est de trouver un cadre plus large ou plus global pour se réunifier, si on peut dire. Ensuite, l'unification des quatre interactions, ça je suis physicien de formation, j'ai fait une maîtrise de physique il y a assez longtemps, il y a une trentaine d'années, mais je suis toujours passionné de physique. Ensuite, l'unification évidemment entre relativité générale, qui est une loi de gravitation essentiellement, et la mécanique quantique qui décrit essentiellement l'infiniment petit, mais on voit que la mécanique quantique commence à vouloir décrire les trous noirs des objets massifs. Enfin, bon. Donc tout ce sujet est passionnant. Et dans une deuxième vidéo, je parlerai d'un sujet qui me tient à cœur aussi, qui est le phénomène de la conscience. Et je pense que la physique se prive d'un sujet d'étude fondamental en écartant de son sujet, de son champ d'activité, la conscience. Donc, dans une deuxième vidéo, je parlerai plus précisément d'une théorie possible de la conscience. Voilà. Alors, je vais commencer par présenter quelques questions que je me pose depuis, on va dire, une quarantaine d'années au moins, que d'ailleurs toute la communauté de physiciens, voire de mathématiciens se pose. Voilà. Comment réconcilier ou unifier la relativité générale et la mécanique quantique? Ça, c'est une question de base. Pourquoi? Alors moi, ça, c'est une question que j'ai depuis, je dirais, depuis toujours, depuis que j'ai appris ce qu'était la relativité générale. Je voulais comprendre pourquoi la masse grave, la masse gravitationnelle et la masse inertielle étaient les mêmes. Bon, ça c'était une question, c'est le principe fondateur de la relativité générale, mais c'est postulé, et moi je voulais comprendre pourquoi. Voilà. Et c'est ça que j'ai recherché pendant des années, et je commence à avoir une idée du sens de cette égalité entre la masse grave et la masse inertielle. Voilà. Qu'est-ce que le spin? Alors le spin, c'est quelque chose de très étrange qui apparaît en mécanique quantique. C'est une sorte de phénomène ou de quantité qui n'existe pas dans la mécanique classique, et qui apparaît au sein de la mécanique quantique. Bon, on va voir comment on peut le définir. Ensuite, la matière noire et l'énergie sombre existent-elles? Alors, de mon point de vue, j'ai l'impression que la matière noire qu'on a postulée il y a quelques dizaines d'années pour expliquer des phénomènes astronomiques curieux, les rotations de galaxies, etc. Bon, bref, à mon avis, ça n'existe pas. Et l'énergie sombre qui fait que le Big Bang, l'accélération, il y a une accélération du Big Bang, si on peut dire. Bon, là, j'ai pas trop d'avis, mais bon, c'est des questions qui vont se reposer dans un nouveau cadre de physique. Alors, très important, pourquoi la symétrie CPT en physique? CPT, pardon, charge, parité, temps. Ensuite, ça, je le traiterai dans une deuxième vidéo. La conscience est-elle un phénomène physique? Et ça je crois. Moi, je suis, on va dire, plutôt spiritualiste que matérialiste, mais c'est très proche. Ça veut dire que je mets le phénomène de la conscience plutôt avant la matière que l'inverse. Bon,
On peut en discuter, c'est des points de vue, hein. Mais je pense qu'il y a une préstructure qui existe, une symétrie essentiellement, hein, une symétrie de l'espace, qui peut donner, qui ressemble, je veux dire, qui est similaire ou analogue à quelque chose qui pense, hein, qui réfléchit. Vous verrez le mot réfléchir est très bien choisi, si on peut dire. Bon, le phénomène de la conscience peut-il être inclus dans les équations de la physique? Oui. Probablement, on donnera une explication un jour, hein, et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une sorte de trouvaille, hein. Je dis une trouvaille parce que c'est pas une découverte que j'aurais faite, c'est plutôt j'ai trouvé un ensemble de théories, de livres, de personnages qui, mis bout à bout, et reconstitue une sorte de puzzle qui fait qu'il y a une cohérence qui apparaît. Voilà. C'est cette cohérence qui m'est apparue, et bon, je vais vous l'expliquer. Alors, la première chose, je voudrais parler de ce physicien, David Estenes. C'est un physicien américain né en 1933, hein. Et il a mis en lumière ce qu'on appelle les algèbres de Clifford, ou encore Geometric Algebra, et il a constaté qu'en physique, ça pouvait être un outil unificateur pour la physique, l'électromagnétisme, la relativité générale restreinte et la mécanique quantique. Et c'est un outil très puissant, très géométrique, hein, Geometric Algebra, et l'algèbre de Clifford, donc ça permet de faire des calculs, mais le côté géométrique permet d'avoir des représentations assez intéressantes. Donc il a fait la promotion de cette technique mathématique pour la physique. Alors j'aurais tendance à dire sans grand succès encore, hein. Il préconise d'utiliser ça de manière intensive au sein de la physique, et je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il mérite. En tout cas, pour moi, c'est un maître à penser. Je pense qu'il a vu juste et il est dans la bonne direction. Je vous montrerai pourquoi. Voilà, alors GA, qu'est-ce que c'est? GA, Geometric Algebra, ou algèbre de Clifford, c'est pareil, hein. C'est une façon géométrique de faire des calculs dans un espace vectoriel essentiellement, hein. C'est une algèbre qui se superpose à un espace vectoriel. Bon, les mathématiciens trouveront un peu un manque de rigueur moi je me mets comme un physicien, j'ai le sens un peu, je suis plus intuitif que logicien, hein. Bon, bref, ça c'est ma caractéristique, mais voyez que GA, Geometric Algebra, est décrit sur le site par exemple de Cambridge, hein, l'université de Cambridge, et je vais pas faire un cours évidemment sur GA, il suffit d'aller voir, il y a beaucoup de références sur Internet, beaucoup de cours, de choses, beaucoup de documents issus d'ailleurs de David Estenes, et je ne vais pas refaire tout ça. Mais on peut, je passe à cette vidéo, à cette slide, hein, et en fait, il y a 4 ans environ, j'ai trouvé ce livre-là, GA, Maths physique pour demain, de Georges Pagis. Alors c'est un livre en français, et il y en a très peu en français, évidemment toute la littérature est en anglais, donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'écrits français et d'éditeurs français pour ce genre de sujet, parce que ce livre m'a fait l'impression d'une découverte ou d'une trouvaille, donc fondamentale. Il est génial. Je l'ai prêté à un ami, physicien, polytechnicien, et il lui a fait la même impression. Il m'a dit, waouh, c'est très intéressant, ça éclaire d'un regard nouveau tout ce que je savais de la physique, de l'électromagnétisme, de la mécanique quantique, enfin, vous allez voir. Ce livre est très, 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 très intéressant.
en tout cas comme initiation à GA. Ensuite, il y a ce livre très intéressant aussi sur l'unification des mathématiques, et justement de Daniel Parocchia, Artibano Micali et Pierre Anglès, et il fait référence à David Estenes. Donc, vous voyez, les mathématiciens, hein, dans leur quête d'unification de leur propre domaine, parlent d'un physicien qui utilise les algèbres de Clifford. Ensuite, ici, on a un livre très intéressant aussi, à mon avis, assez fondateur, qui s'appelle Quaternion, algèbre de Clifford et physique relativiste. Donc, il n'y a plus à démontrer que les quaternions et les octonions, probablement, permettent une description de la relativité générale et restreinte de manière très efficace. Donc voilà. Donc ces trois livres sont assez unanimes pour montrer que mon approche n'est pas hors sol. Hein, voilà. Alors, je reviens ici sur voilà, dans l'algèbre géométrique, hein, GA, on fait émerger ce qu'on appelle le produit géométrique, qui est assez nouveau. Hein. Il est constitué d'une somme d'un produit scalaire, hein, un scalaire. Donc un scalaire, c'est un nombre. Hein. On va imaginer que c'est un réel, un nombre réel. Hein. Mais ça pourrait être un autre corps. Et ensuite, le produit extérieur, alors en dimension 3, il est assez similaire au produit vectoriel classique qu'on note avec une croix en français, hein, dans les notations françaises. Et donc, ce produit géométrique, il va faire apparaître des propriétés très intéressantes, et il a une puissance que n'a pas l'algèbre vectorielle de Gibbs et Iveside, qui est le produit vectoriel avec la loi du tire-bouchon ou la loi de la main droite, enfin, où il faut donner une orientation à l'espace. Enfin bon, je parle à des physiciens, des gens qui ont, on va dire, un niveau bac plus 3 au moins en physique, hein, mais de bac à bac plus 3, on peut comprendre un JS, c'est assez simple, hein, c'est assez simple, c'est assez facile à comprendre, puisque moi qui ne suis pas un grand mathématicien, j'ai compris, hein, l'intérêt en tout cas. Ensuite, à partir de ce produit géométrique, David Estenes a redéfini les équations de Maxwell. Vous voyez, les équations de Maxwell, alors elles sont notées en couleur ici. Il ne faut pas s'y tromper, on est dans une algèbre graduée. Graduée, il y a des grades 0, des grades 1, des grades 2. Alors, en fait, tout ça, on est toujours dans l'algèbre linéaire. Tout ça va remplacer avantageusement les tenseurs, les spineurs, les torseurs, que sais-je, enfin, les algèbres matricielles. Voilà, en fait, c'est ça l'avantage de JS, c'est que ça va unifier l'outil mathématique qui permet de décrire la physique. Et on s'aperçoit d'emblée de l'avantage énorme que représente JS, puisque les 4 équations de Maxwell, qui sont assez connues, hein, les divergences, les rotationnels, tous ces opérateurs différentiels là, hein, qu'on définit dans un espace vectoriel, eh bien, elles permettent de simplifier, enfin, le GA permet de simplifier, par exemple en notant le champ électromagnétique comme étant la somme, c'est à peu près ça, hein, la somme d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et vous voyez, ils n'ont pas la même couleur. Hein. Ça, c'est un multivecteur, ça, c'est un bivecteur, et ça, c'est un vecteur. Voilà, c'est ça qui va faire toute la puissance de ce langage. Et on réduit les 4 équations de Maxwell à une seule. Hein. C'est la dérivée géométrique du champ électromagnétique qui va être égale au courant, hein, au courant électrique. Voilà. Bon, donc ça déjà, ça doit nous mettre la puce à l'oreille sur la pertinence de GA pour les physiciens. Ok.
Maintenant, j'ai fait une deuxième découverte, une deuxième trouvaille, plutôt, je devrais dire. Parce que ce que je fais ici, c'est un peu épistémologique, c'est-à-dire j'observe le monde des physiciens, des mathématiciens, et j'essaie d'y trouver une cohérence, ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que chacun a sa théorie, chacun a sa notation mathématique, c'est un peu la foire, hein, Bon, le but c'est d'unifier, hein, donc je pense que en choisissant JA, on est bon. Deuxième chose, je découvre un jour un texte de Sean Magid. Sean Magid, un physicien anglais, très bon à mon avis, hein, qui a écrit un livre, Foundation of Quantum Group Theory. C'est considéré comme la Bible des physiciens quantiques. Et puis un jour, je lis un texte comme ça, un peu par hasard, parce que je cherche beaucoup, je suis très passionné de ce sujet. Je trouve un texte qui s'appelle Principe d'autodualité théorique, et qui inclut la notion d'algèbre de Hopf. Et sur le blog de Sean Magid, je trouve, je vais vous le montrer là tout à l'heure, je trouve, il évoque le mind-body problem, hein, le problème du corps et de l'esprit, hein, de la relation du corps et de l'esprit, de la matière et des champs, on pourrait dire, bon, avec une vision de physicien. Et ça m'a attiré. Au début, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une autodualité. Je connais un peu la dualité au sein d'un espace vectoriel. Je vois le dual d'un espace vectoriel, c'est l'ensemble des applications linéaires, etc., etc. Enfin, dualité, je vois un peu ce que c'est en géométrie projective, il y a un théorème de dualité, enfin bon, bref. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'une algèbre au début, en tout cas. Mais ça m'oblige à lire des livres, à lire des articles, à essayer de comprendre. C'est pas facile, il faut travailler. Et c'est ce que je fais. Donc, ça, Sean Magid, je vous montre son article qui est extrêmement difficile pour moi, hein, extrêmement difficile, moi qui ne suis pas un très bon mathématicien. Principe de représentation, autodualité théorique, traduit par Jacques Frick, hein, un astronome de l'Observatoire de Paris, je pense, en 2013, il traduit ça. Et quand je lis ça, n'étant pas capable de comprendre 100% de ce texte, j'en perçois quelque chose, hein, j'en perçois l'essence peut-être, ou il y a des mots qui m'évoquent des choses, et donc je l'ai lu plusieurs fois, hein, évidemment, je l'ai surligné. Une théorie complète, cohérente de la physique doit avoir une structure autoduale. Bon, pourquoi pas, au début, je l'ai lu il y a 4 ans, hein, je ne savais pas ce que c'était. Ok, ça c'est intéressant comme phrase, hein, si vous voulez la lire. Bon. Ok, le théorème de Pont-Triagen, c'est assez passionnant, même si j'en perçois pas, que je ne serais pas capable de le démontrer ou de l'expliquer très en détail, mais je vois qu'on est sur la bonne voie. Et donc, on parle d'observateur et d'observer, ça c'est la mécanique quantique, hein, Magid, c'est un champion du monde de ce sujet, évidemment. Hein. Ok, je surligne ce que je crois comprendre. Voilà. Et donc la recherche d'une théorie complète, cohérente de la physique et la recherche d'une structure autoduale dans la catégorie autoduale. Alors pareil, la théorie des catégories, c'est de très très haut niveau pour moi en maths. Mais je vois quand même que la théorie des catégories, ça a fait avancer les mathématiques d'un grand pas, puisque moi je suis passionné d'Alexander Grothendieck, et je sais que c'est dans ce domaine qu'il a excellé, donc épistémologiquement, c'est dans ce domaine que les avancées en physique vont se faire. Ça s'est toujours fait comme ça. Je veux dire, Einstein, il a fait avancer la relativité générale sur des espaces de Riemann. Il s'est appuyé sur Minkowski, etc. Enfin voilà, les physiciens ont des intuitions et les mathématiciens leur donnent des outils, voilà, pour décrire leur vision, hein, si on peut dire.
Voilà, 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 voilà. Et puis, en lisant ce texte difficile, ce qui est passionnant, hein, je vous invite à le... Alors, on voit bien que Sean Magid connaît bien son sujet, il fait une sorte de cartographie des algèbres, des théories physiques, ouais, c'est un peu entremêlé entre quantum, électrodynamique et ici, bon, ça c'est plutôt, pardon, la physique, mais après, il a le même schéma sur les théories mathématiques. Donc, si on est un peu platonicien, on sait bien que la description du monde doit s'appuyer sur une description mathématique. Hein. Bon, ok. Algèbre de Hopf, alors pareil, je ne sais pas du tout ce que c'est au départ, il y a au moins 4 ans, hein, mais je lis tout ce que je peux, j'essaie de comprendre avec mes petits moyens de mathématicien, mais toujours avec une assez bonne intuition de physicien. Ok. Je vois que ça parle de Grothendieck, donc je me dis, je suis sur la bonne voie, parce que j'ai beaucoup lu Grothendieck, je suis passionné par ce personnage. Je continue, et il y a des mots-clés qui apparaissent, et moi je fais souvent des liens, des ponts, quand des mots se retrouvent dans des théories différentes, je me dis, tiens, pourquoi ce mot se retrouve dans deux théories assez opposées, enfin pas opposées, assez différentes. Bon. Là, par exemple, je vois le mot algèbre chiral, et aujourd'hui, ce que je vais vous montrer comme trouvaille, vous allez voir que la chiralité y est à plein. Donc, l'algèbre chirale qui est notée ici, bon, je vais avancer pour pas faire trop long. Les champs conformes, ça c'est les champs conformes, c'est les champs quantiques, c'est la dualité ADS et la théorie des champs conformes. Donc on est dans cette espèce de dualité. Enfin, le mot dualité revient souvent, bon, et ça m'intrigue tout ça. Je me questionne et je cherche. Voilà. Donc ça c'est Sean Magid, mais une chose aussi intéressante sur le blog de Sean Magid, comme je l'ai dit tout à l'heure, il parle d'une autodualité ici qui serait, alors là je l'ai traduit en français, hein, dessous, vous devez attacher vos ceintures, là vous physiciens, ça va vous heurter parce que vous n'êtes pas habitué à parler de mind, de conscience, ça vous échappe complètement, mais à tort, hein, je pense que vous vous trompez, vous avez qu'un œil, quoi. Bon, je montrerai ça un peu plus loin, mais vous avez une partie de la réalité, et d'ailleurs, vous allez voir que la deuxième partie est facile à faire émerger. Et donc, la dualité corps-esprit. Bon, voilà. Là, cela signifie que nous pouvons toujours inverser l'interprétation de ce qu'est la chose réelle et son mesureur ou sa représentation. Bon, ça parlera aux bons mathématiciens ou aux bons physiciens, j'espère. Voilà, je continue. Maintenant, donc, dès lors qu'on a cette condition d'autodualité théorique et qu'on fait GA, on tombe assez rapidement sur ce qu'on appelle la dualité de Hodge au sein des algèbres de Clifford. Bon, dualité, ouais, le mot revient. Alors Hodge, c'est un grand mathématicien, hein, évidemment. Son élève, pardon, un de ses élèves principaux, c'est Roger Penrose, hein, prix Nobel de physique. Et moi, j'ai ce livre, c'est un livre culte pour moi, hein. Je l'ai lu, enfin j'ai essayé de lire, c'est assez difficile. Hein. Ok. Juste un petit mot sur ce livre-là, dont je n'ai lu qu'un résumé, hein, mais Martin Rees, un physicien anglais, astronome anglais, astrophysicien, il a écrit un livre et il dit il y a 6 nombres importants dans la nature. Le rapport entre la force électrique et la force de gravitation, hein, le couplage de l'interaction forte,
la quantité de matière dans l'univers, d'accord, quelque chose qui a rapport à l'antigravité. Tiens, ça c'est marrant, l'antigravité, ça pourrait se rapprocher de cette fameuse énergie sombre qui fait se dilater l'univers. Bon, c'est probablement ça. Voilà, en plus c'est marqué, pardon, qui expliquerait l'expansion de l'univers, hein, l'expansion ou l'accélération même de l'expansion. Le degré de structure de l'univers, mais surtout, voilà, je fais un petit aparté sur ce nombre-là. Le nombre de dimensions de notre espace est 3. Tiens, on pourrait se dire, pourquoi pas 4, hein? On est tous bercés par les théories d'Einstein, on est dans un espace à 4 dimensions, ce qu'on appelle un espace-temps. Et là, de mon point de vue, c'est là qu'on fait la méprise, si on peut dire, c'est de prendre un espace à 4 dimensions et d'y poser une métrique dessus, plus, moins, par exemple. On force un peu le trait. Mais vous allez voir que la trouvaille que j'ai faite et qui a été calculée aussi, c'est-à-dire prouvée en quelque sorte, hein, vous allez voir, par un autre physicien espagnol. Donc j'avance, hein, pardon. Alors, APS, Algebra for Physical Space, ça c'est une algèbre de Clifford sur R3. Pas sur R4. Celle sur R4, ça c'est David Estenes qui fait la promotion de cette algèbre, et il en trouve une, enfin il en utilise une deuxième qu'il appelle STA, Space Time Algebra, et on va voir que c'est pas la peine d'utiliser STA. C'est ça, vous allez voir la trouvaille à la fin, c'est que il faut rester sur APS, Algebra for Physical Space, qui est une algèbre de Clifford sur R3 de dimension 8. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est identifier le trivecteur comme paramètre temps. Alors là, il y a des physiciens qui vont hurler, je sais, mais suspendez quelques minutes votre incrédulité et vous allez voir que ça donne des résultats fabuleux. J'avais cette intuition de longue date depuis 2 ou 3 ans. J'avais acquis la certitude, la conviction plutôt, que APS devait suffire à la description de la physique dans son intégralité. Hein. Et dès lors qu'on prend le trivecteur, c'est-à-dire le pseudo-scalaire de l'algèbre graduée sur R, l'algèbre de Clifford graduée sur R3, curieusement, Jean-Marie Souriau, un des meilleurs physiciens mathématiciens français du XXe siècle, il connaissait évidemment les algèbres de Clifford, tous les bons physiciens de très haut niveau connaissent évidemment, et les mathématiciens aussi. Mais Jean-Marie Souriau, il nommait ce trivecteur le passage. Alors ça, moi, les mots me parlent. Et quand j'ai dit, mais tiens, pourquoi il appelait ça le passage? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le passage du temps? Est-ce que c'est le passage entre la partie paire et impaire de l'algèbre graduée? Bon, je vais vous montrer la preuve de ça. La preuve, enfin, en tout cas, les calculs qui ont été faits par un physicien espagnol de Bilbao qui s'appelle Jesús Sánchez et qui a fait les calculs. Je vais vous montrer ici. Et celui-là est pour moi fondateur. We live in 8 dimensions and no, they are not hidden. Nous vivons dans une structure à 8 dimensions et non, elles ne sont pas cachées parce que on utilise souvent des dimensions, par exemple en dimension 5, on dit les dimensions sont cachées parce qu'elles seraient recroquevillées sur elles-mêmes, enroulées. Tout ça, ça tient pas debout, c'est des visions, mais là, quand on prend ça, cette algèbre de Clifford sur R3 de dimension 8, tout va devenir plus limpide. Et au même titre que David Estenes dit, utilisez GA et vous aurez un outil d'unification, alors moi je dis, je le dis avec Jesús Sánchez,
utilisez une algèbre de Clifford sur R3 et vous allez voir, vous avez, je vais vous montrer, quelle est la base de cette algèbre de Clifford sur R3. Ici, je l'ai traduit en français. Moi, souvent, les textes importants, je préfère les lire en français. Je lis plus vite. Les mots sont plus parlants pour moi. Bon, voilà. Donc, voilà, nous vivons dans 8 dimensions. Et non, elles ne sont pas cachées. Voilà, il n'y a pas besoin de les entortiller sur elles-mêmes ou de partir dans des dimensions 11, comme la théorie des cordes, ou partir dans des choses très compliquées. Donc on commence ici et Jésus Sanchez, c'est quelqu'un qui est très pédagogique, un peu comme David Esténès. C'est très simple son écriture. Et ici, voilà, il dit prenez le temps comme trivecteur, ou le trivecteur comme paramètre temps, donc de carré négatif. Donc en fait, je vais vous montrer comment s'écrit un multivecteur au sein de cette algèbre graduée. Hein. C'est pas sorcier. Attendez, c'est où je vais trouver, pardon. Ok. Non. Je vais vous montrer à quoi ressemble un multivecteur. Voilà, ici. Donc on a un multivecteur R, hein, qui s'écrit comme un scalaire, plus 3 composantes vectorielles. Alors ça, R, c'est un réel, hein, c'est un réel, puisqu'on prend une algèbre sur R, hein, le corps des réels. Ça, c'est un vecteur, hein, la notation est très très sympa. X, Y, Z, hein, c'est les 3 coordonnées de l'espace vectoriel à 3 dimensions. Et tout de suite apparaissent ces composantes qui sont des bivecteurs, qui sont équivalents à des surfaces, et qui sont indexés par des réels, toujours. Hein. Et ici, il y a un trivecteur. Voilà. Donc, l'algèbre, elle est de dimension 8, hein, on peut vérifier. Un scalaire, 3 vecteurs, 3 bivecteurs, et ce qu'on appelle un pseudo-scalaire, parce qu'il commute avec les autres éléments de l'algèbre. Et c'est lui qu'on va identifier au temps. Alors, vous allez voir. Il est donc de carré négatif. On pourrait l'identifier à I, le I des complexes. Et ici, ces bivecteurs-là, on pourrait les appeler I, J, K, grand I, grand J, grand K, des quaternions. Et donc cet ensemble inclut comme sous-algèbre l'algèbre des quaternions, l'algèbre des complexes, et c'est probablement isomorphe à ce qu'on appelle les split octonions, les octonions fendus. Et ça, moi, je sais que c'est intéressant parce que j'ai lu beaucoup d'articles sur les split octonions et les physiciens en sont friands. Hein. Je sais que les meilleurs physiciens en théorie des cordes utilisent ces split octonions. Mais j'ai peur, je crois, qu'ils les ont tout simplement trouvés. C'est normal, ils trouvent que les split octonions fonctionnent bien comme algèbre, mais ils ne sont pas partis de la bonne base, ils ne sont pas partis de R3, souvent ils partent de R4. Et ça, mais tous les articles que j'ai pu lire, j'en ai lu des centaines, attention, hein, ça fait 10 ans que je fais que ça. Hein. J'en ai lu des dizaines et des dizaines, et à chaque fois, prenons l'espace-temps à 4 dimensions, prenons l'espace-temps avec la métrique plus, moins, ou des fois on dit, prenons la métrique moins, plus, alors personne n'est d'accord, il y a un manque de cohérence absolu, hein, et c'est pas moi qui suis pas un génie des mathématiques rigoureuses, je vois qu'il n'y a pas un physicien qui est d'accord avec l'autre, ils ne savent pas quelle métrique utiliser. Bon, je passe sur ça. Moi, tant que j'ai pas compris, tant que j'ai pas la certitude, je cherche, je fouille. Et donc, voilà. Donc, je reviens à mes slides où j'en étais. Ok. Donc, dès lors qu'on prendra le trivecteur comme paramètre temps, vous allez voir que tous les éléments de la physique, enfin tous les éléments, on va pouvoir faire plein de calculs
qui se simplifie. Hein. Je remonte ici, voilà. Regardez. Ici, le temps comme trivecteur. Bon, nous vivons dans 8 dimensions, le temps comme trivecteur. Les spinors de l'équation de Dirac vont pouvoir se mapper. Hein. Il va y avoir un mapping complet. Les forces de Lorentz, toujours pareil, avec Clifford Algebra 3.0, c'est l'algèbre toujours la même. L'équation de Maxwell, simplifiée. Jésus Sanchez s'attaque à la gravitation, donc on commence à approcher la relativité générale. La théorie E8 de Garrett Lizzie. Garrett Lizzie, il avait fait un article il y a quelques années. Moi, je l'avais lu sans y comprendre grand-chose, évidemment, mais je sais qu'il avait fait beaucoup de bruit, parce que dans la presse, dans la presse que je lis, moi... pour la science ou des choses comme ça, des sites web. Il avait fait beaucoup de bruit. Alors, il n'a pas eu la répercussion attendue, mais il trouvait qu'une description en 8 dimensions de la physique permettait, de la physique quantique, je crois, essentiellement. Et donc, moi... Aujourd'hui, ça c'est le groupe de Lie exceptionnel E8. Donc, on n'est pas à côté de la plaque. Bon, je continue. Et je veux vous montrer aussi un autre... Jésus Sanchez, lui, il a fait les calculs. Regardez, David Estenes, Jésus Sanchez, voilà. Il a fait les calculs. Regardez, chiralité de la force électrofaible, hein, en utilisant Algebra CL3.0. Ok, bon, il étudie la fonction zeta de Riemann. Moi, je suis passionné par cette fonction aussi. Hein. Ensuite, il a fait, bon, on voit 34 publications, dont au moins 25 traitent des tenseurs d'Einstein, l'équation de Klein-Gordon, toujours dans l'algèbre de Clifford sur R3. Ici, les matrices de Gell-Mann, qui décrivent l'interaction forte, dans CL3.0. Les matrices de Gell-Mann, We Live, ce fameux article, à mon avis, fondateur, c'est lui, moi, que j'ai lu en premier. Et vous voyez qu'il est que de juin 2023, c'est pas vieux, hein. Il date de l'année dernière. Hein. Donc il n'a pas encore été lu et vu par beaucoup de physiciens. Les équations de Maxwell dans CL3.0, etc., etc. Bon, je passe. Hein. Ok. Je reviens à mes slides. Je reviens ici. Donc, voilà. On en est là. Là. Ça, c'est fondateur. Alors, je fais une petite aparté sur ce livre-là, Jean-Émile Charron. Dans les années 70, ce physicien du CNRS, hein, un gars sérieux, hein, il a eu l'audace de parler de conscience dans un livre. Son livre, c'est un roman, hein, c'est J'ai vécu 15 milliards d'années. Moi, je me rappelle, j'ai lu ça, j'avais 20 ou 25 ans. J'avais trouvé ça passionnant, puisque j'étais déjà intéressé par le phénomène de la conscience. Et si un physicien parlait, je trouvais ça sérieux, quoi. Or, il a été, pour pas dire massacré, raillé par ses contemporains physiciens. Ça l'a beaucoup déprimé d'ailleurs, hein. Il a souffert de ça. Et moi j'ai fini par acheter ce livre il y a quelques mois, parce que il n'était pas réédité, et là il a été réédité. Et donc en fait je me suis aperçu que il prend les 4 dimensions classiques, hein, de l'espace-temps, hein, X, Y, Z, ICT, hein, on l'écrit comme on veut, ou T, peu importe, et il prend des nombres complexes à la place de prendre des nombres réels, avec le ICT qui est complexe. Il met il utilise le corps des complexes pour décrire la relativité en 4 dimensions. C'est tout bête, c'est un choix. Donc il se retrouve en 8 dimensions réelles. C'est encore une fois exactement ce que fait GA, sauf que lui n'utilise pas GA. Et je pense que c'est là que vient son erreur, si on peut dire. Hein. Il
il aurait dû utiliser G. Il l'a pas utilisé. Donc, en quelque sorte, il y a un mauvais paramétrage, si on peut dire, de son espace initial. Bon. Mais en tout cas, il est en dimension 8, avec des nombres complexes, et il aurait dû faire apparaître des quaternions. Hein. Il les fait apparaître, d'ailleurs. Hein. Bon, voilà. Je passe, mais en tout cas, je dirais que cet homme, Jean-Émile Charron, a eu l'intuition, la bonne intuition, au même moment que Esténès aux États-Unis, et c'est dommage qu'ils aient pas coopéré, quoi. Bon. Mais surtout, lui, il parle d'électrons qui contiendraient des éléments mnésiques, hein, une sorte de mémoire. Bon. Je pense qu'il avait la bonne intuition lui aussi. Je l'expliquerai dans la deuxième vidéo, j'expliquerai en quoi les électrons sont importants, hein, les fermions, si vous voulez. En fait, il y a les bosons et les fermions en physique. Hein. Les bosons, c'est des particules de spin entier, et les fermions, c'est les particules de spin demi-entier. Les électrons, les anti-électrons, les protons, les neutrons, les quarks, que personne n'a jamais vu d'ailleurs, et je montrerai qu'il y a peut-être une alternative à l'utilisation des quarks, mais je le dirai plus loin, ça. Hein. En tout cas, les électrons et les positrons pourraient suffire à la description du réel. Bon, on verra, hein. J'en dis pas plus, mais je continue. Donc, Jean-Émile Charron, intéressant, de mon point de vue, hein, moi qui suis intéressé par la conscience. Et je continue. La symétrie CPT, charge, parité, temps. Alors, de mon point de vue, elle est directement impliquée par la structure de l'algèbre de Clifford sur R3, puisque grâce à la dualité de Hodge, je reprends ici, je veux reprendre ici le multivecteur, hein, multivecteur pour avoir la structure de l'algèbre. Hein. C'était où? Ok. Bon, bref, je suis pas doué pour retrouver. Non, c'est pas ça, pardon. Hein. J'aurais dû laisser. Bon, mais tiens, celui-là, il est équivalent. Hein, c'est un multivecteur. Il est bien dans la base scalaire, vecteur, bivecteur et trivecteur. Qu'est-ce que je voulais dire, hein, oui, la dualité de Hodge au sein de cette algèbre, c'est que ce vecteur-là est le dual de ce bivecteur. Ça, c'est le dual. Donc on voit qu'il y a 4 composantes d'un côté, 4 composantes, un scalaire et un vecteur, où le pseudo-vecteur est 4 composantes vectorielles, et en fait 3 vectorielles, pardon. Et puis de l'autre côté, 3 bivecteurs et un scalaire. Hein. Bon, je l'explique mal, mais on voit que la dualité de Hodge, elle est équivalente à la symétrie miroir. Elle ressemble à une symétrie miroir, comme si il y avait une algèbre gauche et une algèbre droite. Et en fait, ça résonne avec l'analyse de Sean Magid de tout à l'heure, puisqu'il cherche une algèbre chirale. Chirale, c'est une algèbre gauche-droite. Hein, bon. Et cette dualité gauche-droite, elle est incluse de manière native dans l'algèbre paire ou impair, des éléments pairs ou impairs de l'algèbre graduée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dès lors qu'on prend la bonne algèbre, alors la symétrie CPT apparaît absolument naturellement. C'est-à-dire que, en fait, il faut faire une deuxième hypothèse, c'est que la charge électrique, on sait qu'il n'y a que 2 types de charges, des charges plus et des charges moins, et qu'elles sont toutes un nombre entier de fois la charge de l'électron.
ou du positron, si on veut, hein, matière, antimatière. Hein, il y a une symétrie, on sait ça. Et la symétrie CPT charge, si on suppose que l'inversion, alors on va essayer de suivre, hein, pardon. Si on inverse cet élément-là de la base vectorielle, hein, 3D, si on prend moins x, alors tout de suite, tous les bivecteurs sont inversés et le trivecteur aussi. Donc on a inversé l'orientation de l'espace et automatiquement les rotations, hein, qui sont bien décrites par les spinners, là, les rotors, les bivecteurs, quoi. Dès lors qu'on a inversé un des éléments de la base vectorielle, on a inversé l'orientation de l'espace. Hein. La règle du tire-bouchon, elle est à l'envers. Mais tout ça est réglé par GA, hein, je le dis en passant. Hein. Donc, on inverse un des vecteurs de la base vectorielle, et donc on inverse l'orientation de l'espace. Donc toutes les rotations, ce qui tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, tournent en sens inverse. C'est comme quand vous regardez tourner votre montre dans un miroir, elle tourne à l'envers. C'est comme si le temps passait à rebours. Et si vous avez mis moins x ici, le temps devient inversé. Donc la symétrie CPT, je l'affirme, est induite naturellement par le choix de l'algèbre gradué à dimension 8. Voilà, bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont gueuler après ça. Je sais comment sont les physiciens ou les mathématiciens. Il y en a qui vont... Bon, moi, je vous le dis, je l'affirme, hein, j'en suis sûr. Et j'ai plein d'autres éléments qui vont venir confirmer ça. Donc, je le redis, si vous considérez que la charge électrique est quelque chose qui est lié au spin, sorte de rotation, alors la parité, et ça porte bien son nom d'ailleurs, on appelle ça la symétrie miroir, mais c'est la parité, c'est les éléments pairs et impairs de l'algèbre de Clifford. Donc le mot parité, c'est marrant ça. Le langage est souvent bien choisi. On aurait dû appeler ça la symétrie miroir, hein. Non, on l'a appelé parité. Tiens, c'est marrant. Il faudra qu'on m'explique. Ok, et le temps, donc quand on inverse le temps dans les équations de la physique, il y a beaucoup d'inversions dans le... Enfin, pardon, beaucoup... je vais trop vite. Beaucoup d'équations fondamentales de la physique sont symétriques par inversion du temps. Ça, on le sait. On verra que la flèche du temps, c'est autre chose. Hein. Y a des équations qui sont symétriques par inversion du temps. Elles sont dites déterministes. Mais quand on observe la thermodynamique, il y a un sens privilégié, c'est-à-dire, hein, vous connaissez le deuxième principe de la thermodynamique, un glaçon, il fond dans l'eau, quoi, hein, dans de l'eau tiède. C'est pas l'inverse qui se passe, hein, mais ça, c'est pareil. Il y a le temps linéaire, le temps des physiciens, le paramètre temps, et la flèche du temps qui indique dans quelle direction on va aller. Ok. J'en suis là. Donc cette symétrie CPT, c'est déjà pour moi une grande satisfaction parce que on trouve une algèbre, en fait, pour résumer, on trouve une algèbre, GA, Geometric Algebra, algèbre de Clifford. Donc déjà, on est dans la veine de Esténès, moi, que je pense qui a tout compris, hein. Ensuite, on est dans les clous de Schoenmagitt qui veut une algèbre autoduale et plutôt une algèbre de Hopf. Et j'en ai pas parlé beaucoup, mais je pense qu'on peut faire apparaître une algèbre de Hopf assez facilement sur CL3.0. Ok, donc voilà, et ensuite on démontre très facilement la symétrie CPT. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets d'affirmer, mais j'ai tellement d'autres éléments qui vont
confirmer ce que je dis, que j'en suis sûr maintenant. Hein, j'aime pas trop être sûr de moi, mais là, j'ai plus aucun doute. J'en suis sûr. C'est cette algèbre qu'il faut utiliser. Et vous allez voir que les physiciens qui vont s'approprier les bons, hein, les très bons, qui sont déjà, qui sont à deux doigts de ça, quand ils vont repartir en marche avant, c'est comme David Estenes le dit, il faut remettre le train sur le rail. Et il va réavancer. Pour le moment, il a déraillé un peu. Il est parti en dimension 4 et il faut partir en dimension 8. Je le dis métaphoriquement, mais en fait, c'est ça. C'est notre espace réel. Il génère une algèbre en dimension 8 qui est l'une miroir de l'autre, qui est la partie bosonique de l'espace, la partie gauche, par exemple, appelons-la gauche, et la partie fermionique, donc la matière, donc les champs et la matière, sont inclus dans le même espace. Ce que ne faisait pas la mécanique quantique, puisque la mécanique quantique, elle postule une espèce d'espace de Hilbert. On l'a là, hein, l'espace de Hilbert, l'espace vectoriel sur R3, c'est un espace de Hilbert. Hein. Les mathématiciens vont rugir, là encore, hein, mais je vais un peu vite. Donc, on n'a pas besoin d'inventer un espace de Hilbert pour y faire des équations, des opérateurs, des fonctions d'onde. On le fait directement dans l'espace. C'est l'espace qui est porteur de ces vibrations, de ces ondes, on pourrait les appeler des ondes, des oscillations au sein même de l'espace, et ça va générer des structures bosoniques d'un côté, fermioniques, les champs et la matière. Bon, je le fais un peu vite parce que je veux faire une vidéo qui fasse moins d'1 heure. Ok, donc une fois qu'on a compris que c'est cette algèbre qu'il faut utiliser, je vais faire une deuxième vidéo où je vais à la fois en tirer les conséquences, pas toutes, hein, parce que je n'ai pas fait tous les calculs encore, je sais que l'histoire ne va pas s'arrêter là, attention, hein, je prétends juste que c'est par là qu'il faut passer, c'est tout. Je ne sais pas encore si les calculs vont tout prouver ou trouver beaucoup de choses encore, mais ok. Donc les implications en sciences physiques vont, à mon avis, être énormes. Et notamment celui-là. Et ça, ça fait plusieurs années, pour pas dire 7 ou 8 ans, que je suis convaincu de ça. Le lien entre le spin et la gravitation va être fondamental. Ça, c'est sûr. Bon. Et d'ailleurs, je dis ça, mais je ne suis pas le seul. Déjà, il y a des gens à Cambridge qui ont déjà fait des théories où la gravitation et le spin sont intimement liés. Le problème, c'est qu'ils ont pris une dimension 4 au départ, alors que 3 aurait suffi. Bon, peu importe. Ils sont partis dans STA, ils auraient dû rester dans APS. Hein. Ok. J'en viens à l'unification des forces fondamentales. Je pense que la charge, là ça c'est une intuition forte, hein, je pense que la charge est intimement liée au spin et donc à quelque chose qui tourne. Hein, une sorte de rotation, quand bien même elle ne serait que mathématique, quoi. C'est un truc qui tourne, hein. Il y a un spinner là-dedans. Hein. Bon. Donc, on va réussir, à mon avis, à réunir la gravitation avec l'électromagnétisme, les interactions faibles, et notamment l'interaction forte, qui, de mon point de vue, encore une fois, c'est une intuition forte, de mon point de vue, est un phénomène... Bon, je le dis de manière très simple, les électrons et les positrons ressemblent à des trous noirs. Voilà. Donc leur voisinage est extrêmement courbé et ça leur donne des propriétés gravitationnelles extrêmement fortes. Et je pense que, voilà, je spoil un peu la vidéo suivante. Je pense qu'un proton et un neutron ne sont constitués que d'électrons et d'anti-électrons. Voilà, ça c'est mon intuition suivante. Le proton est un conglomérat d'électrons et de positrons. Et je montrerai des éléments qui vraiment me font penser à ça de manière plus précise. Hein, voilà.
Ok. Et ensuite, je parlerai dans la prochaine vidéo de la ressemblance, la similitude qu'il y a entre cette structure en dimension 8 et ce qui a été repéré, si on peut dire, dans la structure de la psyché. Alors, structure de la psyché, c'est un écrit d'Alexander Grothendieck qui est encore à la Bibliothèque de France. Je crois qu'il n'a pas été encore scanné ou étudié, mais Grothendieck a écrit, alors qu'il était devenu ermite, il a écrit 3000 pages qui s'appelle structure de la psyché. C'est pour ça que je prends ici, j'utilise ce terme, structure de la psyché, c'est quels sont en fait les mécanismes de la pensée humaine, mais je pense qu'elles héritent par un espèce de principe de Curie. Le principe de Curie, c'est ce qui dit une cause qui a des symétries va engendrer des conséquences qui ont au moins la même symétrie. Donc, ce n'est pas des brisures de symétrie, là, c'est des symétries qui sont héritées. C'est pas pareil. En physique, on utilise beaucoup les brisures de symétrie. Moi, je préfère dire qu'il y a une symétrie initiale qui est de l'ordre de la dualité gauche-droite, une symétrie miroir. Et on va hériter, toutes les structures au-dessus vont hériter de ça. Et la conscience humaine va hériter de cette forme de dualité. Et c'est pour ça, je crois, c'est une intuition extrêmement prégnante que j'ai depuis longtemps, que la pensée humaine est une sorte de symétrie miroir et ça nous permet de réfléchir. Voilà. On a deux hémisphères cérébraux, un réfléchit l'autre et nous réfléchissons. Alors, j'ai conscience que là, je ne fais que des analogies poétiques, mais vous verrez dans la deuxième vidéo comment j'amène ça de manière un peu plus puissante. Ok. Et on va parler à la fin de cette dualité irréductible. Dans un espace 3D, on ne peut pas superposer une main gauche et une main droite. Elles sont l'une symétrie miroir de l'autre et ça aura des implications fortes. Je pense, encore une fois, j'en ai l'intuition extrêmement prégnante et forte, que cette dualité irréductible gauche-droite, miroir, on peut l'appeler, ou dualité de Hodge, pair-impair de l'algèbre de Clifford, permet d'engendrer une dynamique réflexive entre une partie de l'espace bosonique et une partie fermionique, entre la matière et les champs, et ça ressemble étrangement au mind-body problème évoqué par Chan Majid, j'en suis sûr. Voilà, bon, alors je m'arrête là, j'en dirai plus dans la deuxième vidéo, mais voilà, je conclurai en disant que cette algèbre de Clifford sur R3, elle est fondamentale, il faut s'en servir, elle a toutes les caractéristiques d'unification mathématique, des outils, algèbre tensorielle, tout ça, et d'unification des forces fondamentales. Elle a toutes les propriétés. Elle est autoduale, elle est à la fois une algèbre de Hopf, elle est chirale. Elle a vraiment, elle est pas mal, quoi. Je veux dire, même si tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant est faux, ça fera un bon roman. Ça fera, je préfère qu'on me dise, c'est intéressant ton truc, c'est intéressant, plutôt qu'on me dise, c'est même pas faux. Voilà, je préfère, voilà, enfin, j'ai une histoire, c'est Poli, je crois, qui disait des écrits de ses étudiants, il disait c'est même pas faux. Moi, j'aimerais qu'on me dise c'est faux, mais je préfère ça plutôt que c'est même pas faux. Voilà.
Donc voilà, je vous laisse réfléchir à ça. C'est pas trivial, hein. Mais les bons mathématiciens vont vite comprendre, les très bons physiciens vont vite comprendre aussi. Maintenant, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que Jésus Sanchez s'est trompé? Ben, on verra, hein, on verra ce qui va suivre. Voilà. Bon, à très bientôt pour la deuxième vidéo, plus axée sur le phénomène de la conscience, hein, vous verrez. À bientôt. Au revoir.